Tout d'abord, qui sommes-nous? Donc, nous sommes les réseaux Les Générateurs et les réseaux Géclair. Ces 2 réseaux sont portés en région Grand Est par 3 associations, l'ALE 08 en Champagne-Ardenne, Lorraine Énergie Renouvelable en Lorraine et Alter Alsace Énergie en Alsace. Donc nos 3 assos réalisent conjointement ces 3 missions d'accompagnement des collectivités et des collectifs citoyens dans le développement des énergies renouvelables. Et donc nous sommes soutenus et financés par l'ADEME, la région Grand Est et l'Union européenne. On arrive bientôt à la fin du cycle des DGNR de cette année 2025. Donc vous pourrez bien sûr retrouver les enregistrements de nos précédents DGNR sur notre chaîne YouTube Grand Est 100% ENR. Et pour les 2 prochains, nous vous donnons rendez-vous le 17 novembre pour avoir une discussion sur le photovoltaïque en zone protégée au titre du patrimoine et le 8 décembre pour parler coopérative citoyenne d'énergie renouvelable. Les prochains rendez-vous, alors un mois d'octobre très vivant, si je puis dire. Donc là, déjà cette semaine, le 16 octobre à Épinal, il y a la rencontre territoriale des énergies renouvelables organisée par les réseaux Générateurs et Géclair et Lorraine Énergie Renouvelable. Il y aura donc des ateliers participatifs et des visites de sites, ombrières, géothermie, centrales hydroélectriques. Et juste après, le 17 et 18 octobre, ce sont les 45 ans d'Alter Alsace Énergie à Lutherbach. Donc avec le vendredi, une table ronde sur les territoires et la chaleur en transition, et le soir, un débat sur la mobilité durable et l'urbanisme. On vous propose aussi une visite en Allemagne le 31 octobre, le vendredi 31 octobre, autour des réseaux de chaleur et des centrales photovoltaïques coopératives en Allemagne, avec un départ en bus en Alsace. Et en novembre, on vous propose une formation à destination des collectifs citoyens, mais pas que, hein, sur la formation Mobiliser ses bénévoles, donc à Saverne, qui est organisée par les centrales villageoises. Aujourd'hui, pour notre DEJENR sur l'assurabilité des centrales photovoltaïques, nous avons l'honneur d'accueillir Arnaud Biels. Attention, juste au micro. Merci beaucoup. Ça faisait un petit bruit parasite. Merci. Qui viendra nous parler de l'analyse des risques du point de vue de l'assureur pour assurer vos centrales photovoltaïques. Et avant de donner la parole à Monsieur Biels, je vais simplement vous faire un tout petit rappel en quelques instants sur les assurances obligatoires et optionnelles concernant vos centrales photovoltaïques. Pour rappel, la seule assurance obligatoire, c'est l'assurance responsabilité civile, puisque vous raccordez votre centrale au réseau public de distribution. Cette assurance vous sera demandée par le gestionnaire de réseau pour pouvoir vous raccorder au réseau public de distribution. Le seul risque qui est réellement identifié par le gestionnaire de réseau, c'est l'électrification d'une personne suite au non-fonctionnement de la fonction de découplage de l'onduleur. Ça, c'est un peu le seul risque qui est identifié. Ensuite, vous avez des assurances optionnelles, l'assurance dommage aux biens. Ça, c'est dans le cas où votre centrale photovoltaïque subirait des dommages la rendant non fonctionnelle, par exemple bris de glace ou incendie. Dans ce cas-là, avec l'assurance dommage aux biens, vous pourriez remplacer votre centrale photovoltaïque à neuf avec peut-être une application d'un degré de vétusté par l'assurance. Il y a également l'assurance perte d'exploitation. Dans ce cas-là, de nouveau, si la centrale photovoltaïque n'est pas fonctionnelle suite à un dommage, un événement naturel, un incendie, dans ce cas-là, grâce à l'assurance perte d'exploitation, vous pourrez percevoir les recettes photovoltaïques qui étaient escomptées durant cette période-là.
Alors, la prime d'assurance, période d'exploitation étant en général assez élevée, on privilégie en général le recours à ce type d'assurance pour des centrales, assez, puissantes, plusieurs, mégawatts crête et on prend garde de toute manière à toujours, assurer, un suivi quotidien de la production avec, un logiciel de suivi. Ces petits rappels étant faits, je vais maintenant pouvoir laisser la parole à monsieur Biels pour un petit, aperçu, du point de vue de l'assurance et donc en l'occurrence de la Maif sur l'assurabilité de vos centrales et les risques analysés. Je vous laisse la parole. Merci, ben, bonjour à toutes, et à tous. Je vais également me présenter en fait. Donc je suis, salarié Maïf et j'appartiens au service d'analyse de risque, de la direction association collectivité entreprise. C'est-à-dire que je n'interviens pas pour, les particuliers. Voilà. Notre service d'analyse de risque est un service relativement, petit en nombre de personnes et nous sommes en général saisis par nos collègues, gestionnaires qui, recueillent les demandes d'assurance, de la part de nos sociétaires ou de nos futurs, sociétaires et un certain nombre de gestionnaires sont spécialisés dans le photovoltaïque, sur le territoire et c'est eux en général qui font la première analyse de risque et qui nous transmettent les dossiers qui sont un peu, qu'ils repèrent comme étant, éventuellement problématiques, en tout cas, pour lesquels ils ont besoin d'une analyse technique, supplémentaire. Voilà, donc il y a déjà un premier tri qui est fait par nos collègues, gestionnaires qui sont, juristes. Moi-même, je ne suis pas juriste, donc c'est pour ça que je ne parlerai pas de l'assurance d'un point de vue contractuel ou juridique. Donc je suis plutôt du côté technique de la chose. Et alors donc en général, quand on nous saisit pour, analyser une installation photovoltaïque ou, un projet d'installation, on a besoin de certaines informations pour le faire. Heu, en 1 on a besoin de la localisation, extrêmement précise de l'installation. Ça, ce sera pour étudier notamment, son exposition aux risques naturels. On a besoin également d'un descriptif minimum de l'installation, donc le type de pose bien sûr en premier, le type de panneau, le type d'onduleur, l'emplacement des onduleurs ou du local onduleur. On a besoin aussi d'informations en ce qui concerne les installations en toiture. On a besoin d'informations sur le bâtiment support et sur l'activité qui est hébergée par ce bâtiment. On a besoin aussi d'un minimum, de plans de calpinage, pour voir un peu comment va se présenter, l'installation en toiture toujours, par exemple. Voilà, et les risques, que l'on va étudier en fait, sont on prend bien en fait les risques auxquels sont soumis les installations, photovoltaïques. Principalement, ce sont l'incendie, et la grêle. En ce qui concerne les dégâts des eaux, c'est beaucoup moins, maintenant, fréquent du fait qu'il y a plus d'installations en fait neuves en intégration totale au bâti. C'est-à-dire d'installations qui remplacent la couverture et dont l'étanchéité du coup, est faite par le complexe, de panneaux photovoltaïques. Donc à une époque, il y a eu pas mal de sinistres parce que l'étanchéité justement, de cette couverture photovoltaïque était défectueuse. Alors maintenant qu'il y a plus, d'installations neuves en intégration au bâti, il y a plus, ce risque. Donc les risques princi enfin, il y a moins ce risque parce qu'il y a encore quelques systèmes de fixation qui peuvent éventuellement générer quelques passages d'eau. Donc les risques principaux, ce sont la grêle et l'incendie. Alors l'incendie, ça peut être l'incendie qui démarre, de la centrale photovoltaïque ou ça peut être l'incendie qui démarre du bâtiment support et qui détruirait, l'installation photovoltaïque. Voilà. Et pourquoi on a besoin de ces informations sur le bâtiment support et l'activité, par exemple? Parce que, certains contrats ou certaines conventions d'occupation que vous passez vous-même avec les propriétaires du bâtiment support,
implique que si l'installation photovoltaïque était responsable d'un dégât causé au bâtiment support, eh bien, l'assureur de l'installation photovoltaïque serait amené à indemniser, le bâtiment support et éventuellement s'il s'agit d'une activité, d'une entreprise, il y aurait des pertes d'exploitation de cette entreprise que, l'assureur de l'installation photovoltaïque pourrait être amené à indemniser. Donc ça nous intéresse du coup, en tant qu'assureur de savoir, quelle est cette activité, si ça pourrait engendrer de grosses pertes d'exploitation, si, le bâtiment héberge, des machines coûteuses ou, un grand volume de stock, voilà. Donc en fait, nos exigences, de base sont relativement restreintes quand il s'agit d'un projet standard. En fait, on a quelques exigences, sur la qualification des intervenants, des installateurs et puis c'est à peu près tout. Dès que l'installation commence à se complexifier ou qu'il y a des petits feux, orange des drapeaux orange qui se lèvent, là, on aura besoin de plus d'informations et on pourra être amené éventuellement, soit à refuser, d'assurer telle ou telle installation, soit à émettre des préconisations, obligatoires pour, accorder, nos garanties à cette installation. Hem Je ne sais pas si vous avez des questions, dès maintenant ou si je poursuis un peu? Alors, je vois déjà tout de suite une question. Dora de Zeu, est-ce que la Maïf assure les plus anciennes centrales qui sont en intégration au bâti, justement, qui sont intégrées au bâti? Alors théoriquement, depuis cette année, nous n'acceptons plus d'entrer dans notre portefeuille d'installations qui seraient en intégration au bâti. Alors on en a dans notre portefeuille puisque ce sont des sociétaires anciens, mais théoriquement on n'accepte plus de nouvelles installations, en intégration totale au bâti. C'est assez clair, je pense. Alors, je continue. Quelles sont les qualifications des installateurs qui sont attendus? Alors ça, vous les trouverez, alors, en participant à ce déjeuner, je fais pas, de la publicité, pour la Maïf spécialement, hein. Donc ça, en général, vous trouverez, les exigences de votre assureur, sur les réseaux sociaux de votre assureur. En ce qui concerne la Maïf, en fait, on demande, des qualifications Qualibat ou équivalent, voilà, ou Qualifelec. Heu, c'est à peu près nos exigences minimales. Après, en termes de quand on augmente un peu nos exigences, on peut, alors il y a tout un panel, hein, suivant les cas, mais on peut nous demander, un contrat de maintenance annuel. Ça se fait beaucoup, et puis, après tout un tas de préconisations qui sont vraiment adaptées au projet, particulier qui nous est soumis. Ce que je peux dire peut-être, c'est que, suivant les assureurs, nous avons des exigences, différentes. Certains assureurs n'en ont pas vraiment, ils demandent juste que l'installation dispose d'une attestation d'assurance en dommages et en RC, en responsabilité civile. Cependant, j'attire, votre attention sur, le fait que, le bâtiment support et éventuellement l'installation peuvent au cours de leur histoire, puisque en fait ce sont des installations qui sont au minimum prévues pour 20 ans, peuvent au cours de leur histoire changer d'assureur. C'est particulièrement vrai pour le cas de collectivités publiques qui sont soumis à des appels d'offres et donc à au moment de ce changement d'assureur, le nouvel assureur peut avoir des exigences, lui, particulières ou s'il n'a pas d'exigence, il peut y avoir une répercussion en termes de hausse de tarifs ou de hausse de la franchise. Alors j'attire votre attention là-dessus parce qu'on a eu un cas, où justement le projet, ça peut être quand c'est un projet important, ça peut se dérouler quand même sur plusieurs, mois, voire plusieurs années.
et en cours de route, soit l'assureur, du bâtiment support avait changé, soit le cadre de prévention avait évolué et en fait, du coup, l'assureur était plus tout à fait d'accord avec le projet tel qu'il avait été envisagé. Donc il y avait des très gros enjeux parce qu'on était à quelques semaines du début des travaux, et donc là, il a fallu vraiment, faire des négociations et des ajustements, un peu de dernière minute, et ça n'a pas été quand même sans conséquence sur la tarification de l'assurance du bâtiment support. Donc ça peut vraiment remettre en cause, un projet et c'est pour ça qu'il est quand même, même si, les assureurs que vous contactez ne présentent pas d'exigences à première vue, c'est pour ça qu'il est quand même, conseillé de rester dans un cadre, quand même de raisonnable et en tout cas de contacter, vous-même, votre assureur, le plus en amont possible du projet pour voir à peu près où vous vous situez en termes de projet, si c'est un projet standard, si c'est un projet un peu complexe, si c'est un projet très complexe ou très délicat, pour savoir, vers quoi vous vous engagez. Je peux peut-être donner de tout de suite l'exemple de la Maïf a un partenariat avec Énergie Partagée. Et nous avons cette année, nous avons mené en commun avec, Énergie Partagée et l'association des centrales villageoises, un travail sur l'élaboration justement d'un référentiel, de prévention et d'analyse de risques, pour que les porteurs de projets puissent eux-mêmes, évaluer à le plus en amont possible si leur projet, restera un projet standard ou si ça sera un projet un peu délicat, très délicat et cetera. Et si on doit s'attendre à, des préconisations essentiellement des préconisations, voire un refus, mais le but, c'est justement, c'est d'éviter les refus, et de faire en sorte que, avec une préconisation, ou plusieurs préconisations, le projet soit assurable. Alors, vous pouvez avancer dans les diapos, si vous en fait, le référentiel, le guide d'assurabilité ce guide d'assurabilité est en cours de finition et on peut passer la dernière, diapo. On arrivera sans doute à un genre de code de la route, des projets. Donc l'image, elle est volontairement pas de très bonne qualité parce que le visuel sera peut-être, différent. Mais en tout cas, c'est un peu comme ça que c'est construit. C'est-à-dire pour que les porteurs de projets puissent, évaluer eux-mêmes leur projet. Donc il y aura quelques feux écarlates. Pour l'instant, les feux écarlates, ce sont justement l'intégration totale au bâti donc qu'on ne pourra pas assurer. Et par exemple, pour le cas d'une installation en toiture, sur une toiture amiantée, ça sera non également, sauf si le projet justement prévoit le remplacement de cette toiture. Il y aura également des feux rouges. Alors plusieurs feux rouges, ça sera vraiment, compliqué d'accorder une assurance. Après, s'il y a 1 ou 2 feux rouges, on pourra étudier au cas par cas le projet et éventuellement, émettre des préconisations qui, si elles sont, remplies, transformeront les feux rouges, en feux orange ou en feu vert. Idem pour les feux orange, s'il y en a plusieurs, et ben, ça sera soit spécialement étudié, soit, et ou, fera l'objet de préconisations particulières. Soit éventuellement, s'il y a trop de feux orange, ça pourra être un refus, d'assurance. Et enfin, si tous les feux sont verts, ben, on considérera que c'est un projet standard et il y aura pas d'étude particulière. Et ça, ce guide, il est le but, c'est vraiment que les porteurs de projets puissent vraiment eux-mêmes, présélectionner, parce que souvent, voilà, on repère un site et on commence à travailler un peu dessus pour voir quel projet d'installation on pourra construire. Et à ce stade, on peut encore abandonner l'idée. On peut dire: «Bah, non, là, ça va être vraiment hors des clous, ça va être trop compliqué à mettre en œuvre et à obtenir, une assurance», donc on s'arrête là et ça permet, bah, d'économiser, du travail, pour tout le monde, et de surtout pas, heu, soit se voir opposer un refus, soit se voir opposer des préconisations qui n'auraient pas été prises en compte en amont du projet et qui pourraient remettre en cause le modèle économique, de ce projet en particulier. S Je peux continuer un peu si vous voulez ou si vous avez des questions précises, je peux y répondre.
Alors, dans le chat, j'ai pas de questions, mais pour rebondir, ah, j'ai une main levée, donc je vais passer la main à la main levée à Colline. Merci. Si je le comprends bien, l'idée c'est qu'il faut analyser au cas par cas et qu'il n'y a pas une règle qui dit si un projet est comme ça, quelles que soient les autres conditions, il fonctionnera pas. Mais il y a un peu des rumeurs, nous, qu'on entend, du genre, l'exemple que j'ai, c'est on n'assure pas un bâtiment sur lequel il y a des animaux. Donc dans les hangars agricoles, s'il y a des animaux en dessous, ce sera pas possible du tout. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que effectivement, eh ben, il faut regarder tout le contexte pour savoir si ce sera assurable ou pas assurable? Non, c'est pas c'est pour nous, ça n'est pas vrai puisqu'on assure, hein, et on assure des hangars agricoles, des poulaillers, voilà, des bergeries, donc non, c'est pas, vrai, c'est pas aussi simple effectivement. Il faudra étudier, d'autres, caractéristiques. Si le site est très isolé, s'il y a de l'eau pour éteindre un incendie, s'il est proche, de l'habitation de l'agriculteur, par exemple, qui donc fait une surveillance un peu, voilà, ou s'il est isolé, si il est loin d'un centre, de secours des pompiers, s'il est dans une zone, exposée à la foudre, enfin voilà. Quand on étudie les risques naturels, il y a le risque grêle qui impacte directement les panneaux. Il y a aussi le risque d'inondation qui, c'est un peu, contre-intuitif, pour une installation photovoltaïque qui sera en toiture, mais en fait, si on est en zone inondable, il faut que même quand, la zone est inondée, les onduleurs, par exemple, soient en sécurité et puis éventuellement qu'on puisse aussi accéder au local onduleur, même en cas d'inondation. Donc voilà, ce genre de choses, quand on parle de pose en ombrière, par exemple, en ombrière sur des parkings, et ben, on regarde, le fait que les onduleurs soient à l'abri justement des chocs, de véhicules, donc soit en hauteur, soit protégés. Voilà, en fait, c'est principalement du bon sens, hein, heu, avec une vision un peu déformée par l'analyse de risque, c'est-à-dire, pas paranoïaque, mais quand même un peu, voilà, pointilleuse. Après, on regarde, ça ne veut pas dire qu'on est, pointilleux sur tous les aspects, mais on regarde. Alors, justement, aux dernières interventions ont donné des idées au chat. On a une question, tu auras de nouveau. Je crois aussi que les installations sous ETN ne sont plus couvertes par la dommage ouvrage. Comment faire? Alors ça, je peux pas exactement vous répondre. En ce qui concerne, l'assurance dommage aux biens, c'est-à-dire l'assurance de l'installation elle-même, on couvre des installations, sous ETN. Pour la dommage ouvrage, j'ai peur de vous dire des bêtises, je ne peux pas vous répondre, exactement. On sait que les installations sous ETN peuvent être couvertes. J'ai une autre question de madame Bourru. Si une collectivité veut mettre des panneaux photovoltaïques sur son toit, mais que son assurance actuelle ne souhaite pas l'assurer, est-ce qu'elle peut casser son assurance actuelle en cours de marché pour en prendre une autre qui l'accepterait? Donc j'imagine, l'assurance l'assurance, habitation quoi, du Et ben, ça, c'est pareil, je vais pas pouvoir vous répondre parce que je ne suis pas, juriste. Ça dépend sans doute du contrat qui est du marché public qui est enfin, des termes du marché public qui lient, cette collectivité à son assureur. Je ne peux pas vous dire. alors et s'agissant alors ça c'est moi qui ai une question. S'agissant des enjeux sur les ERP, les établissements recevant du public, j'imagine que là, vous avez, certaines, préconisations ou attentions particulières lorsque vous analysez les dossiers? Oui, alors ça dépend du type de RP effectivement. Ce que je préconise moi, c'est que les porteurs de projets s'assurent de l'accord de la commission de sécurité qui justement surveille, les établissements recevant du public. Il y a des commissions de sécurité localement qui ont des exigences. Il y a des avis de la commission centrale de sécurité, donc nationaux, qui existent, qui ne sont pas forcément, repris, localement, mais qui peuvent l'être, donc qui sont un peu plus, qui ont des exigences, un peu plus importantes que sur un bâtiment, standard, notamment en termes de passage, périmétrique sur les toitures,
de choses comme ça. Il est toujours conseillé de demander, pour quel que soit le type de bâtiment, même si c'est pas un ERP, de demander localement à la commission de sécurité, c'est-à-dire au service prévention des pompiers, leur avis et leurs éventuelles exigences. C'est le cas aussi pour les assureurs des bâtiments supports. C'est bien de demander assez tôt en amont du projet les exigences éventuelles de l'assureur du bâtiment support pour voir si, c'est compatible, si on peut y répondre ou s'il faudra faire autrement. J'attire votre attention sur un cas qu'on a eu également, c'est que sur un projet, il y a eu une mauvaise coordination de travaux et sur une école d'une commune donc, l'installation photovoltaïque a été posée alors qu'il y avait des travaux prévus d'isolation par l'extérieur et en fait les câbles, qui allaient de l'installation à l'onduleur ont été, noyés sous l'isolation en laine de bois et quand l'assureur de la commune s'est aperçu de ça, il a dit: «Mais c'est pas du tout, enfin c'est pas possible donc je peux pas continuer d'assurer, ce bâtiment sauf à payer une surprime très importante». Donc il est également conseillé voilà, quand il y a un cadre de travaux, prévu, de vraiment bien gérer le phasage des différents intervenants et leurs différentes, exigences, également. C'est-à-dire que là, par exemple, l'assureur acceptait que le câble passe sous l'isolation, mais s'il était dans une gaine coupe-feu et cetera. Si ça avait été fait, au niveau du chantier, ça aurait vraiment coûté très, très, très peu d'argent et là, il a fallu, refaire un nouveau câble, en fait, pour repasser à l'extérieur de l'isolation, dans une gaine coupe-feu néanmoins. Donc voilà, c'est vraiment un peu du gâchis, là. Pas de questions? Ah, j'ai une main levée, Colline. J'ai une question peut-être un peu naïve. On nous demande beaucoup, enfin, il y a beaucoup d'idées sur le fait que le photovoltaïque augmente énormément le risque incendie. Est-ce qu'il y a des chiffres qui soient partageables là-dessus? Est-ce qu'on a un peu soit des statistiques nationales, soit faites même par l'État ou quoi? Enfin, je sais pas, voilà. Qu'est-ce que vous avez que vous pouvez nous partager sur le risque incendie supplémentaire dû au photovoltaïque? Alors aujourd'hui, je ne vous partagerai rien de précis. Néanmoins, il existe des informations, hein, qu'on peut trouver. Je vous ai dit au début, nous, dans notre portefeuille, principalement, ce sont la grêle et les incendies, qui impactent, la filière. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, en fait, le volume d'installation et le volume de cotisation, chez nous, n'est pas très important. Et de ce fait, il est impacté très rapidement par un sinistre même, moyen. Du coup, voilà, les assureurs sont, parfois un peu frileux parce que, du point de vue de la garantie en photovoltaïque, uniquement, un sinistre impacte, très vite, cette garantie. J'ajoute que la prévention, effectivement, elle doit se baser sur l'analyse de la sinistralité, passée, mais pas seulement. Parce que, une bonne prévention, théoriquement, c'est quelque chose qui se verra pas, il y aura pas de sinistre mais c'est quand même nécessaire, de prendre quelques précautions. Alors, juste avant, on avait une main levée qui s'est baissée. Donc, si vous voulez la lever juste après, vous pourriez. On a aussi une question à l'écrit de Madame Bru. J'entendais dire il y a un moment que les toitures agricoles qui hébergent de la paille ne peuvent pas être assurées. C'est comme les bêtes où le matériel est étudié au cas par cas ou directement feu rouge écarlate. Donc, est-ce que c'est feu rouge écarlate pour des toitures agricoles qui hébergent de la paille? Non, non, non. En revanche, effectivement, dans votre propre analyse de risque, en fait, en tant que porteur de projet, il y a un principe qui est de ne pas rajouter du risque au risque, en fait. Donc, c'est vrai que la paille, surtout en vrac, et en grande quantité, ça peut être, c'est un facteur de risque. Heu donc si on a le choix, ça on peut éventuellement l'éviter. Ceci dit, effectivement, c'est souvent tentant de prévoir une installation, photovoltaïque sur un bâtiment agricole et dans ce cas-là, ça s'étudie, le fait qu'il y ait maintenant, il y ait plus d'installation en intégration, ça éloigne un peu le risque aussi de la paille elle-même.
Après, en général, on demande que les câbles courant continu circulent à l'extérieur des bâtiments, ne passent pas à l'intérieur. Voilà, il y a quelques précautions à prendre. Après, effectivement, un bâtiment agricole comme ça qui court de la paille ou du foin, c'est un risque supplémentaire du fait de la paille, mais en général, ce sont des bâtiments très modestes en termes de coûts de reconstruction, par exemple. Donc voilà, tout ça rentre en jeu également. C'est clair. J'ai une nouvelle question. Est-ce que de Monsieur Van Develt, est-ce que vos préconisations et risques d'analyse incendie se fusionnent avec la doctrine des 10 départementaux et donc s'adaptent selon les départements? Comment vous faites avec les contrats nationaux avec énergie partagée ou les centrales villageoises? Alors, en ce qui concerne notre partenariat avec Énergie Partagée, c'est un partenariat en termes de enfin, le partenariat a été construit parce que les 2 entités avaient des valeurs proches, en fait, Maïf et Énergie Partagée. Et il y a des tarifs préférentiels, et cetera. En revanche, ça ne veut pas dire que toutes les propositions d'Énergie Partagée seront assurables par la Maïf. On a quand même une analyse à faire quand le projet est un peu délicat. Sinon, c'est une étude, c'est national en fait, hein, alors après, il peut y avoir justement, localement, certains gestionnaires peuvent être plus attentifs à certains risques que d'autres. Le guide qui est en cours d'élaboration doit servir également à harmoniser nos pratiques au plan national, mais en tout cas, le but, c'est il y ait qu'une seule typologie d'analyse au plan national. Après, pour répondre à votre question sur les exigences des SDIS, on peut reprendre ces exigences à notre compte, parce que si elles ont été élaborées à un moment donné, c'est qu'elles ont un intérêt, mais on ne se cale pas forcément dessus. Merci. Oui, tu as répondu, super. Et vous avez Euh, raison, en fait, de faire la remarque que localement, les SDIS peuvent avoir des exigences très différentes d'un endroit à l'autre, oui. Bah, justement, c'est un peu enfin, c'est ma question, elle est là, hein. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas une S10 nationale, donc vos contrats doivent normalement se fusionner avec les S10 départementales pour être en accord. Mais si vous dites que vous avez des contrats nationaux, alors je ne comprends pas le. On revient sur cas par cas parce que. En fait, nous sommes 2 entités différentes, en fait, l'assureur et le SDIS. Le SDIS peut avoir des exigences, donc en général, ça sera préalable à la réalisation. Donc, soit elles seront respectées, soit la réalisation n'aura pas lieu. Et nous, on peut avoir les mêmes exigences ou d'autres ou moins, mais on a 2 finalités différentes. Nous, c'est pour vous apporter une garantie, et le SDIS, c'est pour donner son accord de principe ou non à une installation. Donc, Bon, la question, c'est aussi dans votre analyse du risque, parce que c'est pas une question de prix, mais mmh c'est votre analyse de risque. Comment vous analysez votre risque dans votre entreprise en tant qu'assureur? et C'est, ben, c'est- c'est- donc c'est- en termes on analyse les risques auxquels vont être soumis ces installations, donc les risques naturels, les risques d'incendie, les risques de grêle, et cetera. Et on étudie aussi l'enjeu pour un assureur, en fait, l'enjeu, c'est important. Donc, quelle est l'activité hébergée par le bâtiment support? Quel est le bâtiment support? Est-ce que le bâtiment est fragile du point de vue de l'incendie? Est-ce qu'il est coûteux à reconstruire? Est-ce que l'activité hébergée, si elle s'arrête, est-ce que ça va être coûteux pour l'entreprise et donc pour l'assureur? Voilà. En fait, il faut savoir que les SDIS s'intéressent normalement uniquement aux établissements recevant du public et que toute la doctrine de la prévention incendie pour les établissements recevant du public, c'est la sécurité des personnes, principalement.
C'est donc Mhm. faire en sorte que les personnes, en cas de départ d'incendie, puissent se retrouver en sécurité le plus rapidement possible et en général à l'extérieur. Le fait que le bâtiment finisse par brûler ou pas, c'est vraiment secondaire dans la doctrine de prévention. Or, pour un assureur, bien sûr, ça peut pas être secondaire. Enfin, c'est secondaire par rapport à la sécurité des personnes, bien sûr, mais néanmoins, ça doit être pris en compte, dans l'analyse du risque. Mhm. C'est exact. Merci. Donc, Merci. On a une main levée de la part de Éclair Occitanie. Je voulais prendre la parole. Oui, merci beaucoup. C'est du coup Laura, salariée d'Éclair Occitanie. J'ai une question qui revient assez souvent de la part de nos porteurs de projets, relativement du coup aux clauses de non-recours entre assureurs. Dans quelles conditions est-ce qu'on doit pousser pour les avoir, ces clauses de non-recours, et que faire du coup si un assureur refuse du coup voilà, de faire signer enfin, en tout cas d'accepter cette clause? Merci. alors, une fois de plus, je ne suis pas juriste, mais effectivement, les conventions que vous passez en général avec les propriétaires du bâtiment support, contiennent des clauses, des renonciations à recours réciproques en général. Heu, Bah, soit votre assureur, les accepte telles quelles, soit il peut vous conseiller certaines, clauses, ou pas. En fait, pour notre part, je crois qu'on est assez, neutre dans ces c'est-à-dire on prend le projet tel qu'il nous arrive et on l'étudie tel qu'il nous arrive. Ça veut dire qu'une clause de renonciation à recours, elle peut être, handicapante pour un projet, si l'enjeu du bâtiment support est très élevé et qu'il y a une renonciation à recours, pour, un incendie par exemple qui viendrait du bâtiment support et qui impacterait l'installation. Ça peut être handicapant parce qu'on peut considérer que, bah, là, il y a vraiment un risque élevé et pourtant on serait pas ça serait à nous d'indemniser l'installation même si, l'installation n'est pas responsable elle-même de ces dommages. Donc voilà, ça peut amener à des restrictions d'assurance, mais, voilà, soit l'assureur il est neutre par rapport à ça, soit il peut vous conseiller des choses, mais ça doit dépendre. Et vous n'en mettez pas nécessairement enfin, en tout cas que pour des grosses installations, vous Alors l'exigez pas? c'est pas nous qui les mettons, c'est en général, c'est la convention qui lie le porteur de projet au bâtiment, support. Oui, Et donc quand le projet nous arrive, bah, on demande effectivement le bail de location de la toiture et dans le bail, il y a des clauses de renonciation à recours et on les étudie telles quelles, quoi. C'est-à-dire on OK, les prend et on étudie, quels enjeux ça implique. merci. Je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit. Est-ce que dans le cadre d'un COT ou un bail, n'importe, mais est-ce que les volumes réels changent votre assurance ou pas? En termes de tarification ou Oui, d'acceptabilité? ou impact éventuellement, parce que si on fait une séparation de volume, qu'est-ce que ça peut changer éventuellement par rapport la bâtisse en dessous, si c'est sur une toiture? Est-ce qu'il y a une différence s'il y a des droits réels ou pas? Alors là, vous me posez une colle, mais a priori, il y aurait pas vraiment de différence parce que, même s'il y a une séparation, juridique, en plusieurs entités, ça n'empêche pas un sinistre qui partirait d'une entité d'impacter, l'autre. Donc je pense qu'il n'y aurait pas tellement d'incidence de ce montage, Non, non, je particulier. pose la question comme ça, hein, peut-être il y a personne qui réfléchit sur ça, mais c'est assez complexe, les droits réels. Donc, hmm, ok. C'est intéressant comme question. Est-ce qu'on a encore une ou deux dernières questions avant de nous quitter? Ou est-ce que vous avez tout le monde a eu réponse à ces questions? Moi, j'en ai une dernière. Je pense aussi que c'est une idée reçue, mais je profite que vous soyez là pour vous la poser. Récemment, un porteur de projet a eu vent que certaines assurances n'assuraient plus du tout des installations en onduleur centralisé et qu'elles n'acceptaient plus que du micro-onduleur. Est-ce que Heu c'est une pratique, du moins
que vous connaissez, qui vous parlent? Et j'ai cru voir passer, cette information, mais c'est pas le cas chez nous, en fait. D'accord, donc effectivement, c'est peut-être, quelque chose, qui est une réalité sur chez certaines assurances alors. Ben, c'est possible, mais ça, je peux pas vous l'affirmer. D'accord. Alors je vais prendre, encore 2 questions. La question de Siled, est-ce que et je veux bien que Sébastien Carr reformule, parce que le verbe espérer, je ne le comprends pas dans la phrase, si vous voulez reformuler juste après. Et sinon, Siled, est-ce que vous assurez les batteries mises en complément d'une installation solaire photovoltaïque? Donc, pour de l'autoconsommation avec batterie? J'imagine. C'est une très bonne question. Je vais, joker là pour moi, en fait. Mais si, vous donnez mes coordonnées à cette personne, je vais essayer de lui apporter la réponse. D'accord, c'est bien, on va le faire. Ok, merci, je me permets d'intervenir Oui, du coup pour la question. Et puis là, nous, ce qu'on a vu aussi pour les questions des onduleurs centralisés, c'est plutôt en cas de RP que l'assureur impose les optimiseurs. Donc voilà, c'est une petite différence, mais il garde l'onduleur centralisé, mais avec des optimiseurs qui permettent de couper directement sous les panneaux. C'est ce qu'on a pu voir en tout cas nous aussi sur notre territoire. C'est pas une de nos exigences, en tout cas. mais merci pour le témoignage. Alors Sébastien K a pu, corriger, merci. Est-ce que vous assurez des centrales qui ont été construites il y a plusieurs années et qui sont donc déjà existantes? Si oui, quels documents particuliers demandez-vous? Oui, ça nous arrive qu'il y ait des par exemple, des collectifs, citoyens qui souhaitent être assurés chez nous et qui donc arrivent avec déjà un parc de centrales, qui leur appartient. Et ben, en fait, on étudie la demande au cas par cas. Il nous faudrait les mêmes, documents que pour une installation, récente, c'est-à-dire les qualifications des installateurs, de l'époque, la facture, de l'époque, voilà, ce genre de choses. La localisation exacte et je rappelle que théoriquement, on n'assurerait pas d'installation, heu, en intégration totale. C'est bien. Est-ce qu'il nous reste une dernière question avant de nous quitter? On arrive au terme, du temps échu qui était consacré. J'ai l'impression que on a donc, Sided, allez-y. Ouais, juste une dernière question. On a sur certains cas aussi des demandes assez régulières d'obligations d'entretien, de contrats d'entretien avec les entreprises. J'ai loupé tout le début quelques minutes du début je sais pas si ça a été évoqué, et notamment aussi avec des thermographies infrarouges annuelles. Vous, ça, c'est aussi quelque chose que vous demandez. Et puis, est-ce qu'il y a des tailles de puissance, c'est-à-dire que, bon, voilà, une installation supérieure à 36 ou inférieure à 36, les risques peuvent être plus ou moins importants, mais est-ce que vous, c'est des choses que vous imposez de votre côté? On ne l'impose pas systématiquement, ça peut être une des préconisations, en fonction du type de projet. Ok. Je veux bien ajouter juste qu'en termes de grandes, cadres de préconisation, il y a 2 avis de la Commission centrale de sécurité que vous trouverez, sinon je vous fournirai les références, qui peuvent servir de cadre à d'éventuelles préconisations ou bonnes pratiques. Il y a aussi un nouveau, référentiel APSAD. L'APSAD, c'est une émanation des sociétés d'assurance, que la Maïf ne demande pas systématiquement, mais qui peut être un bon cadre pour certains projets un peu délicats ou des projets sur des sites industriels ou des choses comme ça. Donc c'est le référentiel APSAD D20 Ok. dont une nouvelle mouture vient d'être mise en œuvre. Enfin, vient d'être réalisée, elle est effective. C'est bien. À nous d'aller, donc, consulter, ces avis et ces référentiels. Je crois qu'on touche à la fin. Je vous remercie déjà Monsieur Biels pour, votre participation et votre expertise. Merci à tout le monde, d'avoir participé. Vous retrouverez donc,
replay sur notre chaîne YouTube et toutes les informations sur nos sites internet Géclair et Générateur. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez avoir des compléments d'informations. En attendant, je vous souhaite un bon appétit. Merci. Merci. Merci.